notre prochain conférencier, donc Philippe de Rambure, qui nous parlera du rôle du soignant face à une pathologie accidentogène, l'exemple de l'épilepsie. Parce que Anne-Marie Laflamme connaît, on a discuté le contenu de l'intervention, mais ne connaît pas le partenariat que nous avons avec Philippe, qu'il évoquera après. Philippe de Rambure est professeur de neurologie dans un service, chef de service d'un service au CHR de Lille, et je travaille avec Philippe depuis maintenant une quinzaine d'années. Je me rappelle parce que c'est l'âge de naissance de ma fille, et donc voilà, c'est comme ça que je me rappelle la date de notre coopération, sur une consultation dans le cadre du centre de consultation de pathologie professionnelle, épilepsie et travail. C'est donc parce qu'on connaît bien la relation et que Philippe s'en préoccupait depuis de nombreuses années et que grâce à notre collaboration, on travaille maintenant beaucoup sur cette thématique épilepsie et travail, que j'ai trouvé pertinent dans ce dernier volet sur la question du mensonge, de la réticence, etc., de mettre en évidence pour une pathologie parmi les plus, je l'ai mis entre guillemets dans le programme accidentogène, la question du mensonge. Et donc, Philippe a gentiment accepté, là encore, malgré son emploi du temps compliqué, de venir effectivement discuter avec nous, sous la forme d'un libre-échange, on va dire, de cette question et de sa relation, de ses conseils pour ses patients. Merci Philippe. Merci Sophie. Et en effet, on a une collaboration depuis 15 ans avec Sophie et je la remercie beaucoup parce que quand elle l'a accepté, ça l'intéressait beaucoup. Ce qui est la neurologie et toutes les pathologies du système nerveux l'intéressaient et les conséquences que ça a dans le travail et dans l'intégration au travail. Et pour nous, c'était vraiment une vraie question. Et si on n'avait pas eu Sophie depuis 15 ans, ça aurait été vraiment un gros souci, pas pour nous, mais pour les patients qui souffrent d'une épilepsie qu'on suit. Alors le sujet qu'elle m'a donné était un petit peu compliqué finalement, à la fois intéressant parce qu'il y a des mots clés comme secret, et dans le mot secret, il y a bien entendu secret médical, et il y a le mot mensonge. Et en même temps, quand on est devant une relation avec un patient, notre rôle de médecin, en plus spécialiste dans une maladie qui n'est pas sans conséquence, c'est de soigner, mais soigner, c'est pas seulement de traiter avec des médicaments, voire parfois d'opérer, c'est aussi de faire que le patient vive bien avec sa maladie. Et le premier objectif pour un jeune, pour un adulte, vivre bien, alors c'est peut-être pas le premier, c'est d'avoir une vie personnelle, se marier ou pas, avoir un conjoint ou une conjointe, des enfants ou pas, avoir une vie personnelle épanouie et aussi avoir une vie sociale. Et la vie sociale passe par le travail. Et ça va être vraiment le sujet. Alors, face à une pathologie accidentogène, puisque dans l'épilepsie, il y a la conséquence que la crise peut entraîner, notamment perte de conscience et perte du contrôle de soi-même, mais il y a aussi tout ce qui est associé, parce qu'on sait maintenant, alors on sait mieux maintenant, que l'épilepsie est très fréquemment associée à des troubles psychologiques, des troubles du comportement. C'est plus de 50% des épilepsies, même parfois des épilepsies bénignes, qui souffrent aussi d'une comorbidité, on appelle encore ça, alors que ça fait partie vraiment de la maladie, et qu'au-delà des crises, il n'y a pas que les crises. Il y a aussi que le patient épileptique n'a pas un cerveau qui fonctionne comme les autres. Il a des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, des troubles de l'attention, des troubles du comportement, y compris des troubles de cognition sociale, donc des troubles de la relation avec l'autre, et donc dans le monde du travail et dans une entreprise, ça peut poser un problème. Donc ne pas seulement penser à la crise et aux conséquences de la crise et de la perte de connaissance. Juste très rapidement, quand même, je rappelle que l'épilepsie, c'est une maladie fréquente et qu'elle peut débuter à tout âge. Elle débute dans un peu moins de la moitié des cas dans l'enfance, mais elle débute aussi après 20 ans. Vous aviez ici le courbe d'incidence en fonction de l'âge. Alors on voit en plus que chez le sujet âgé, ça existe encore. Actuellement, on référence à peu près, il y a une étude qu'on fait actuellement avec la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a environ 600 000 épileptiques en France. Donc on est un peu moins de 1%, et 600 000, dont 90 000 environ enfants de moins de 18 ans. Donc vous voyez que ça fait plus de 500 000 adultes. Et ça m'amène à l'épidémiologie. Alors, un problème de définition de l'épilepsie, c'est quoi une épilepsie? L'épilepsie, c'est avoir eu au moins une crise d'épilepsie, non provoquée, parce qu'on peut tous faire une crise d'épilepsie avec des facteurs de provocation dans les 5 ans qui précèdent, avec un risque de récidive.
Et ça, bon, on peut le savoir avec différents critères, dont l'électroencéphalogramme, mais ce n'est pas le seul. Donc la prévalence de l'épilepsie, c'est 0,5 à 1%, quelques chiffres quand même, pour dire que c'est beaucoup, c'est 6 millions de patients en Europe, c'est 60 millions dans le monde, c'est 600 000 en France, et c'est 2 à 3 000 nouveaux cas par an en France. Ça concerne toutes les catégories d'âge, et en particulier, c'est la maladie neurologique qui touche le plus la population active, donc en âge d'avoir une activité, et en particulier une activité professionnelle. C'est une maladie chronique parce qu'on peut guérir parfois. Il y a des épilepsies de l'enfance qui guérissent à l'âge adulte, mais hélas, ce n'est pas la majorité, au contraire. Et elle nécessite un traitement. Heureusement, dans 2 tiers des cas, c'est contrôlé. Donc ça, il faut se rappeler aussi, il y a beaucoup de monde, mais 400 000 épileptiques en France sont très bien contrôlés à partir du moment où ils prennent bien leur traitement. Ils ne feront pas de crise. Ils pourront avoir ces petits troubles cognitifs, ces petits troubles psychiques dont je parlais dans l'introduction. Ce sera à suivre éventuellement. L'effet du médicament sera à suivre, mais il n'y aura pas le problème de la crise. Ça a un coût. Il y a un impact, il me semblait bon de le rappeler quand même. Ça a un coût, le coût direct lié à la maladie et aux soins, je ne détaille pas, les médicaments, les hospitalisations pour crise, les troubles psychiatriques, les traumatismes liés aux crises. Une mortalité plus élevée, bien sûr accidentelle, mais pas seulement. La mort subite de l'épileptique est un fait. Il y a 4 fois plus de risques pour quelqu'un de même âge, sans aucune autre raison, y compris cardiaque, de mourir brutalement, notamment pendant son sommeil, quand on a une épilepsie par rapport à un sujet qui n'a pas d'épilepsie. Les coûts indirects, ce sont les conséquences de la maladie. Et les conséquences de la maladie, c'est le problème d'emploi et l'accessibilité au monde professionnel et à l'emploi. C'est aussi le problème de l'entourage. On a beaucoup de parents, de mères, de pères, plus de mères, dont l'enfant est épileptique, qui va avoir un problème aussi dans le cadre de son travail parce que son enfant fait des crises et qu'il faut s'en occuper et que parfois l'école l'appelle. Il y a un problème d'éducation et en particulier d'intégration scolaire et donc un sous-niveau, niveau différent et inférieur par rapport à une population. Il y a un autre impact dont je veux parler toujours dans cette première partie introductive, c'est l'impact social. Hélas, l'épilepsie reste une maladie qui est source de stigmatisation. On a une enquête récente qui a été faite, d'ailleurs dont on parlait les journaux. Vous avez entendu parler d'épilepsie ces dernières semaines avec l'affaire d'Epakine, avec l'affaire du médicament, qui est un médicament indispensable, mais qui a été beaucoup donné et avec des conséquences. C'est pas mon sujet, mais on a beaucoup parlé. Hélas, on n'a pas beaucoup parlé d'épilepsie. On a essayé, nous, d'en parler et de rappeler quand même justement un certain nombre de points, et en particulier que l'épilepsie reste il y a un sondage sur 1000 personnes, un sondage Sofres qui a été effectué, et il y a encore 12% de gens qui pensent que l'épilepsie est une maladie mystique, une maladie, pas une maladie du cerveau en tout cas. La moitié des patients, des personnes qui souffrent d'épilepsie, adultes, estiment que leur premier problème avant les crises d'épilepsie est la stigmatisation. Et le fait que cette marque épilepsie, ils la vivent très très mal et qu'ils ne sentent pas bien la relation à l'autre au travers de l'épilepsie. Donc, manque d'information probablement dans l'opinion publique, il faut qu'on travaille là-dessus, sur la nature même de l'épilepsie. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, c'est une maladie neurologique et qui touche le cerveau et la partie grise du cerveau, partie substance grise. Le problème des enfants et le problème d'intégration à l'école, ça s'est amélioré. L'éducation nationale a fait beaucoup, a progressé. Heureusement même, il y a un travail actuellement en cours sur l'épilepsie pour qu'il y ait une information au niveau national donnée à tous les enseignants sur ce qu'est l'épilepsie et la conduite à tenir s'il y a crise, et y compris par rapport à l'entourage et notamment aux copains et aux copines de l'enfant qui fait une crise en classe, source d'exclusion. Et donc chez l'adulte, difficulté d'intégration professionnelle, difficulté relationnelle. Tout ça pour dire qu'il y a un impact de l'épilepsie. L'épilepsie va marquer tout le parcours de vie qui va être perturbé par la maladie. Ça va être le cas à l'école si l'épilepsie débute à l'école. Le fait que pour les examens, c'est bien, on a le droit à un tiers-temps supplémentaire quand on est épileptique, mais du coup on est dans une salle à part, on est donc là déjà encore une fois source de stigmatisation éventuelle.
La question de la transition enfant-adolescence et entrée dans le monde adulte, qui est déjà un problème chez un enfant qui n'a pas de maladie et qui est un vrai problème chez l'enfant qui souffre de cette maladie. La question de contraception grossesse, permis de conduire, fait qu'un épileptique n'est pas autorisé à conduire s'il fait une crise. Et il faut pour cela qu'il n'ait pas fait de crise depuis au moins 1 an pour recevoir une autorisation de la commission médicale du permis de conduire, sachant que c'est lui, personnellement, qui doit se déclarer auprès de la commission médicale. Ce n'est pas à nous, médecins, d'aller dénoncer, d'aller faire cette déclaration. L'impact sur le monde du travail et aussi sur le vieillissement, ce n'est pas le sujet. Bon, pour terminer cette longue introduction, ça me paraissait important de vous donner l'importance du problème en termes de prévalence de la maladie et l'importance du problème en termes que cette maladie, ce n'est pas n'importe quoi. Les maladies neurologiques, plus souvent, touchent le sujet âgé. Ce n'est pas le cas de l'épilepsie. La maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, finalement, peut concerner le monde du travail, mais finalement relativement peu, alors que l'épilepsie, beaucoup. Une étude danoise qui m'a paru intéressante, d'abord parce qu'elle est récente, ensuite parce que c'est une étude prospective. L'intérêt des Danois, c'est que sur le plan épidémiologique, ils sont très bons. Et ils ont pu suivre, grâce à leur base de données équivalent de la sécurité sociale chez nous, 12 756 malades enfants épileptiques âgés entre 0 et 5 ans, donc qui ont débuté leur maladie entre 0 et 5 ans, et 28 000, un peu plus de 28 000, qui ont débuté la maladie entre 6 et 20 ans. Puis ils ont eu une population contrôle, ils ont regardé 15 ans, 20 ans après, jusque 2016, donc en cohorte suivie de 81 à 2012, jusque 2014 en fait. Et un résultat, c'est pas étonnant, mais c'est démontré, moins bon niveau d'éducation, ils vivent plus souvent seuls, ils sont plus souvent célibataires, moins de mariés, et bien entendu un moindre accès au monde du travail. Alors, ça, c'était mon introduction pour quand même rappeler un certain nombre de faits et pour rappeler qu'on est dans un contexte particulier où on va devoir intégrer cette notion de secret éventuel et de mensonge, même si je n'aime pas trop, moi, mentir, moi-même. On y reviendra à la fin. Quelques histoires, quand même, certaines que Sophie, d'ailleurs, connaît. J'ai anonymisé, bien sûr, j'ai retenu que des noms, j'ai même changé le prénom. Qui peuvent illustrer la problématique. Laurent, qui a 42 ans, qui a un niveau bac plus 4, qui vit seul, une sorte de vieux garçon, pourtant il a des frères et sœurs, il a une famille. Il est d'un bon niveau, comme bac plus 4. Il a passé un certain nombre de concours administratifs, et il en a eu certains, mais il n'a jamais passé le cap de l'accessibilité. Parce qu'à chaque fois que lorsqu'il arrivait dans une mairie, par exemple, pour avoir un poste de cadre, à chaque fois se posait la question de l'épilepsie qu'il lui déclarait. Il vit seul à proximité d'un de ses frères, à Saint-Quentin. Pour être dans une ville et avoir des transports en commun éventuellement. Il ne fait pas tant de crises que ça, mais il en fait. Et quand il fait une crise, aucune alerte, aucun prodrome, hyperconscience. Donc pas de permis. Il a une RQTH et puis, faute de boulot, il vit de l'allocation adulte handicapé. Alors en fait, il a aussi un soutien familial qui lui permet de vivre. Mais pas d'intégration sociale, comme je dis, une vie de vieux garçon. Il a même eu, à un moment donné, une histoire personnelle un peu particulière, avec une relation avec une Algérienne qu'il avait connue. Enfin, bref. Ça, c'est une histoire. Une autre histoire, Jordan, que je suis depuis l'âge de 14-15 ans. Alors ça, c'est toutes des histoires que je connais très bien, parce que c'est des ados que j'ai suivis après, jusque l'âge adulte, et qui sont parfois plutôt au-delà de 40 ans. Niveau bac plus 2, alors lui, je l'ai vu la première fois, il était en seconde, ça se passait pas bien, il était même déscolarisé du fait de ses crises. Et puis, voilà, on l'a pris en charge, on l'a aidé, on l'a traité, et il a eu son bac. Ça n'a pas été facile, mais il a eu son bac grâce au tiers-temps supplémentaire. Et puis, grâce à son frère qui travaillait en agence immobilière, il a pu faire un stage. Puis, les gens finalement se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui était bosseur, qui était volontaire, qui présentait bien en plus, bon relationnel. Jamais parlé de son épilepsie. Il a obtenu du coup un CDI au bout de 3 ans dans l'agence, et il travaille dans une agence immobilière. Il n'a pas de déclaration RQTH, il n'a pas déclaré son épilepsie, il a même le permis de conduire. Il est, sur le plan épileptique, relativement stable. Actuellement, il n'a pas fait de crise depuis 2-3 ans.
c'était une épilepsie compliquée. Charles, alors Charles, c'est une autre histoire que je connais très très bien. En plus, c'est vraiment quelqu'un de volontaire. Il a eu son bac et il a voulu, il n'était pas mauvais au dessin, il a voulu faire de l'infographie, il voulait être paysagiste, s'intéresser au jardin. Mais ça n'a jamais très bien fonctionné parce qu'il avait quand même du mal avec les examens. Pourtant, il était à un bon niveau. Il a une épilepsie, alors lui, active, avec plusieurs crises par mois, parfois par semaine. Il fait des petits boulots, il aime bien voyager, il même voyage tout seul, il part avec son sac à dos, il est allé en Norvège une fois, il est allé en Croatie une autre fois. Il a même décidé une fois, parce qu'il en avait marre de ne pas avoir de boulot en France, de tenter la Nouvelle-Zélande. Il a pu faire des boulots en Nouvelle-Zélande, mais plus en restauration, comme barman, etc. Et puis il n'y avait pas non plus de possibilité, il est rentré, pas déclaré au QTH. Il est actuellement en CDD, travaille, pas loin, dans la région lilloise. Jamais parlé de son épilepsie. Lui, par contre, décidé de ne pas passer son permis parce que ce n'était pas raisonnable, entre guillemets. On reverra ce que je dis, moi, là-dedans, et on peut en discuter. Julie, bac plus 4, professeur des écoles. Problème, c'était pas simple, professeur d'école. Non pas que c'est interdit, mais l'accessibilité n'est pas si simple que ça si vous déclarez, si vous parlez de votre épilepsie, notamment pour travailler en école maternelle. Elle a une épilepsie active, qu'elle arrive à contrôler parce qu'elle sait quand est-ce qu'elle va faire des crises. Elle a décidé de ne pas déclarer son épilepsie. Jérôme, c'est celui qui me pose, lui, le plus de problèmes. Parce que Jérôme, je le suis, il travaille dans une entreprise de peinture et il a un bon boulot, un CDI qui lui permet d'avoir un salaire, il est marié, il a des enfants, il a une épilepsie active, il travaille posté, c'est pas génial quand on a une épilepsie, distance domicile-travail 35 km, il conduit, et il perd connaissance quand il fait des crises. Il n'est pas déclaré auprès du permis de conduire. Il me raconte tout ça. Alors moi, bien entendu, je mets dans le dossier, j'écris dans le courrier et je lui rappelle que. Mais je suis tenu par le secret médical et lui, il a décidé de mentir. Et il a un CDI et il est content. Et en effet, il vit bien finalement malgré son épilepsie. Enfin, Cédric. Alors Cédric, c'est intéressant parce que là, c'est dans l'orientation professionnelle. À 15 ans, il me dit, l'école, ça ne le branche pas vraiment. Sa mère, elle essaie de le pousser, tout ça. Mais ce qui vraiment lui plaît, c'est le métier tailleur de pierre. Et il est habile de ses mains. Qui dit tailleur de pierre dit travail en hauteur. Donc problème déjà pour intégrer l'école, parce qu'une école, je ne sais plus laquelle, spécifique. Je pense que Sophie l'a vu. C'était il y a longtemps, c'est un des premiers patients que tu as vu, puisque c'était il y a 15 ans. Et je lui fais un certificat de non-contre-indication pour qu'il puisse intégrer l'école, en disant que son épilepsie, elle est stable. Je mens. Elle n'est pas stable, son épilepsie. Enfin, stable, je mens, mais la définition du mot stable, on peut discuter. D'accord ? Je dis qu'elle est stable et finalement, ça marche. En fait, elle est stable, mais il fait des crises. Il travaille en hauteur, il conduit, parce qu'il a bien évidemment dans son boulot, parce qu'il a des chantiers un peu partout, il a même créé sa propre entreprise et n'a jamais déclaré son épilepsie. Bon, il a eu la chance après qu'on a pu, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, l'opérer, et il est guéri de son épilepsie maintenant. Et vous voyez, tout le passage qui fait qu'il a quand même eu une vie finalement qui était celle. Alors, voilà, je vais conclure, parce que je préfère discuter maintenant et dialoguer avec vous à partir de ces témoignages et de ce que je voulais vous dire sur l'épilepsie et le travail et cette notion de secret et mensonge. Pour rappeler que le rôle du soignant, c'est de traiter la maladie, mais c'est aussi de faire en sorte que la vie de la personne que vous traitez se passe bien. Et donc, il faut aussi prendre en charge les conséquences de la maladie. Et donc, je rappelle la définition d'être en bonne santé selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas seulement être guéri dans la maladie par les médicaments, c'est bien vivre avec une maladie. Et dans le cas précis, c'est une maladie chronique. Donc, ça veut dire qu'on doit, nous, soignants, accompagner les conséquences de la maladie. Et que l'accompagner, c'est aussi anticiper un certain nombre de choses. C'est évident qu'il faut anticiper au niveau de l'école, de l'orientation sur le plan scolaire, et ne pas...
l'exemple du tailleur de pierre, c'est pas un bon exemple. Il faut éviter d'être dans cette situation-là, même si, en cas précis, c'était plutôt, ça s'est bien passé. Et donc faire attention vers l'orientation professionnelle, la formation, faire en sorte de corriger tout ce qui est stigmatisation, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis rappeler que nous avons finalement un moyen qui est le secret médical, que quand un patient est face à nous, quand une personne qui souffre d'une épilepsie, j'aime pas toujours le mot patient, est face à nous, on se doit d'écouter et de l'aider à comprendre sa maladie, à vivre avec sa maladie, à être avec sa maladie. En éducation thérapeutique, on aime bien parler des 3 items, c'est le savoir, c'est le savoir-faire en fonction d'eux, et c'est vivre avec sa maladie. Et ça, c'est notre rôle, et qu'en effet, si on veut améliorer l'intégration dans le monde du travail des personnes épileptiques, on se doit de donner un certain nombre d'informations. C'est ce qu'on fait, nous, et c'est ce qu'on fait avec Sophie. Sophie nous a beaucoup appris. Mais en même temps, on est complice quelque part. Mais dans une démarche médicale. Ce qui fait que ce n'est pas de se retrancher derrière ce secret médical pour mentir et pour être complice, mais c'est d'accompagner. L'exemple du permis de conduire, c'est vraiment un très bon exemple, parce que le permis de conduire, c'est oui ou non. C'est pas permis de conduire, attention, on peut conduire dans tel cadre, etc. Non, c'est oui ou non, ce qui est stupide. Sauf que sur le plan légal, en effet, une crise d'épilepsie au mauvais moment peut avoir des conséquences importantes. Oui, il arrive que je suis extrêmement dur par rapport à la personne face à moi, en disant non, il n'est pas question que vous conduisiez. Ils écoutent souvent. L'entourage nous aide. Mais en même temps, parfois, on donne l'information légale. Vous devez vous déclarer mais vous ne l'aurez pas. Après, vous sortez du bureau, je vous ai dit, j'ai noté dans le dossier, et vous vivez, vous prenez la conséquence et vous intégrez un petit peu. Voilà, c'est pas bien ce que je dis, mais l'objectif, c'est de soigner, l'objectif, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de cette maladie, leur intégration dans la maladie. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, j'espère que ça va. J'ai laissé 10 minutes pour pouvoir dialoguer avec vous. Voilà, donc on va passer les micros. Et pendant qu'on passe les micros, parce qu'on a décidé de grouper après les 2 interventions sur la question des addictions, je vais te poser une première question. T'est-il déjà arrivé de dire à ton patient, n'en parlez surtout pas à votre médecin du travail? C'est vrai que comme ça, on règle déjà la question la plus délicate. Alors, comme je savais qu'il y avait beaucoup de médecins du travail dans la salle, j'ai pas fait de diapo. C'est une question piège. Mais tu sais que tu es en terrain ami, donc vas-y, lâche-toi. Je dirais au départ, je dirais pas souvent. Au départ, ce qu'on dit, c'est vous n'en parlez pas à l'employeur. Ça, c'est une règle. Alors après, voilà, ça c'est Sophie qui m'a appris ça. Après, moi, je conseille toujours, il faut en parler au médecin du travail. Je pense que je dis jamais, il ne faut pas le dire au médecin du travail. Après, il y a des personnes, il y a des patients qui vous disent mais non, moi je sais que le médecin du travail, il y a forcément un lien avec l'employeur et que si... Alors, c'est toujours rétrospectif, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà un travail. Moi, je trouve que, ça c'est grâce à Sophie, c'est vrai qu'on a fait déjà des interventions, elle a beaucoup parlé de l'épilepsie. Je trouve qu'en tout cas dans la région, les choses sont nettement améliorées en lien avec la médecine du travail et qu'il y a vraiment un vrai accompagnement, un essai d'intégration, et que le problème n'est pas tant à ceux qui ont un emploi, mais plus à ceux qui doivent accéder à l'emploi. Et ce sont les patients eux-mêmes qui décident de ne pas en parler, parce qu'ils pensent que c'est un risque. Moi, je me vois mal leur dire « non, il ne faut pas faire ça ». J'essaie de leur conseiller d'en parler, j'essaie de conseiller de leur dire, je leur explique pourquoi, mais voilà.
Donc c'est pas une vraie réponse que je te dis. Alors, non, mais pour en avoir rencontré quelques centaines maintenant, on a des exemples, des contre-exemples. La dernière fois, un médecin du travail m'envoie, je ne sais pas, même pas s'il est parmi vous, mais m'envoie un salarié en me disant moi, je viens d'apprendre incidemment, regardez le mensonge, d'un salarié qui revient à l'occasion d'une visite de reprise pour un problème complètement annexe, mais dans le compte-rendu duquel, lors d'une visite médicale, il était marqué « Chez ce patient épileptique connu ». Mais ça fait 15 ans que je connais, il m'avait jamais dit que j'étais épileptique, il était un poste dit de sécurité, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais ? En fait, son épilepsie, elle était connue depuis des années, et ça arrive très très souvent tout ça. Là, c'était vraiment un incident qu'il le communique par ce biais-là, c'était même par inadvertance finalement. Finalement, à ce moment-là, il faut reconsidérer la chose. Et à l'aune un petit peu de ce qu'on a dit depuis quelques jours, il a travaillé 15 ans, que s'est-il passé pendant ces 15 ans, par exemple ? C'est une bonne période. A-t-il pu compenser ? Comment ? Quelles ont été les conditions, etc. Bon, après, il y a plein de... Mais vous voyez, le problème du mensonge, il existe de fait. En travaillant avec des soignants purs à l'hôpital, on s'en rend d'autant plus compte que, évidemment, là, pour le coup, on les a du côté du volet soignant et on se rend compte de ce qu'ils ne disent pas. Ça m'a toujours frappé, d'ailleurs. En même temps, du côté de ce que les salariés patients à ce moment-là nous racontent, nous disent, mais moi, par exemple, j'ai été mis inapte par mon médecin du travail, alors que, voilà, j'avais plus de crise depuis 2 ans, ou que des crises nocturnes, ou que des choses comme ça. Encore une fois, là aussi, il y a un besoin de connaissances, de mise à jour des connaissances, pour ne pas non plus avoir des décisions qui sont délétères sur le plan de la santé. Parce qu'avoir un travail en matière d'épilepsie, tu l'as dit, je le redis, c'est effectivement un facteur de stabilisation de la maladie. Ensuite, on ne va pas mettre un épileptique qui fait 4 crises par jour sur une grue, bien sûr. Mais il y a justement à peser les choses. Alors, je vous donne la parole parce que je n'ai pas vu où étaient les micros. Vas-y, Viviane. Par ici. Merci, monsieur, de votre communication. Et je voulais juste signaler, je pense que Martin Winkler, dans un livre en 1998, s'appelait La maladie de Saxe, dit que le médecin Bruno Saxe, qui est appelé au chevet d'un patient qui a fait une crise d'épilepsie, lui dit « Surtout, n'en parlez pas à votre médecin du travail ». Alors, je pense que les choses ont évolué depuis 1998, mais voilà. Oui, alors c'est intéressant. Moi, j'ai lu le livre, mais Martin Winkler, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, il est un peu... Je peux vous dire, j'ai discuté avec lui. D'autres questions ? Bon, il y a quand même des questions sur l'épilepsie et le secret. Non ? Moi, je croyais que ça allait défouler les patients, mais non. Ça y est, Viviane, merci. Ah, bah vas-y, c'est toi. Alors, je ne me suis pas présentée, donc je suis Viviane Euzet, je suis médecin du travail à Marseille, et avant j'étais médecin inspecteur à Montpellier. Et un jour, il y a un médecin qui m'appelle et qui me dit qu'elle a appris, je ne sais plus comment ça s'était passé, qu'un chauffeur de bus d'enfants de moins de 15 ans avait fait des crises d'épilepsie et qu'elle avait appelé je ne sais pas quel conseil qui lui avait dit alors attention, là c'est des mineurs, donc il faut absolument soit le mettre en inaptitude s'il vient à la visite ou pas, ou du moins faire une déclaration parce qu'il faut protéger des enfants mineurs et que là il y a un risque d'accident. Voilà, alors je ne sais plus ce que j'avais répondu, j'avais dû dire d'aller à une consultation de pathologie professionnelle, voilà, mais... Un conducteur de bus d'enfants moins de 15 ans. Là, pour le coup, c'est le cas d'école. Alors, ça, c'est Sophie qui va répondre mieux que moi. On est, là, il est clair, on est dans l'interdiction totale. De toute façon, le transport en commun, c'est une interdiction. Même un antécédent d'épilepsie, c'est une interdiction. Donc là, pour le coup, il est extrêmement fautif. Alors voilà, après on est par rapport au fait qu'on a affaire à des enfants mineurs dans une possibilité éventuellement de mise en danger, ça je ne sais pas, ça c'est plus... C'est dans la liste des dérogations dont on a parlé hier, voilà, c'est-à-dire facultatives, reposant sur la responsabilité de chacun des professionnels de santé dans les conditions, c'est-à-dire danger, y a-t-il danger imminent? On peut répondre oui. Y a-t-il d'autres moyens de faire face plutôt que la dénonciation, peut-être, avait-elle tout épuisé? Oui, non. Et en fonction de cette dichotomie, d'arriver à, oui, faut
faut-il, en urgence, faire en sorte de faire cesser immédiatement la situation dangereuse. On n'est pas loin du pilote dont on parlait hier, hein, finalement. Hein. Donc, le problème étant que cette situation est extrêmement fréquente pour des soignants, et je ne parle même pas des neurologues, mais des médecins traitants, les pauvres, j'allais dire, qui ont quasiment et très souvent cette situation en face d'eux, de savoir que quelqu'un conduit, que ce soit des bus de moins de 15 ans, produits chimiques super lourds ou autre chose, des dangers publics sur la voie publique, finalement. Vous savez que, par exemple, dans les commissions de permis de conduire, les gens qui sont saisis, il y a quasiment 30% de délation. Hein, il y a les 70%, c'est la police qui arrête sur le bord de la route et qui dit bon, celui-là, il a un comportement bizarre. Le reste, c'est de la délation. Et la délation, le plus souvent, c'est la parentalité, la famille, quoi, les proches, c'est-à-dire qui dénoncent en disant bon, celui-là, voilà. Après, les médecins le font très peu. Il y a un point que j'aurais quand même dire. Alors, c'est très personnel hein, ce que je vais dire, mais je pense avoir quand même une expérience assez importante des personnes épileptiques. Je suis frappé, moi, par le fait que 99% n'utilisent pas spécialement le mensonge et tout, et cette situation-là, moi, je l'ai jamais rencontrée. À savoir que j'ai plus de gens qui disent non, je peux pas conduire, non, je peux pas faire ça. Ils vont plus se retrancher vers l'épilepsie pour un motif qui permettra de ne pas faire cette activité-là. Je ne sais pas pourquoi, mais l'épilepsie est une maladie où en même temps on a l'impression que les gens se protègent par rapport à ce qu'ils ont et assument finalement assez bien les conséquences. C'est pareil hein, sur le permis de conduire. La cause, crise épilepsie, par rapport au nombre que je vous ai donné, sur un accident de la route, c'est extrêmement faible. Alors bon, il faut le démontrer. Mais il y a des études qui ont montré ça, etc., que les personnes qui ont une épilepsie, qui conduisent malgré tout, ont beaucoup moins d'accidents, un risque d'accident beaucoup moindre que des personnes qui n'ont pas d'épilepsie. Voilà, tout n'est pas démontré, mais c'est vraiment mon sentiment. J'ai beaucoup plus souvent affaire à des gens qui s'auto-censurent eux-mêmes et qui se restreignent eux-mêmes. Cette situation-là... Alors, il faut savoir que on est dans des situations quand même très particulières, hein, des fois des réglementations qui évoluent. Le cas typique, c'est le chauffeur poids lourd et le permis qui a évolué, puisqu'on est maintenant avec la réglementation européenne, qui fait que maintenant, une crise pendant 5 ans, il ne faut pas qu'il y ait de crise pendant 10 ans, pardon. 10 ans, oui. 10 ans pour pouvoir reconduire un poids lourd. Et sans traitement. Il y a des patients qui étaient parfaitement bien, en plus sans traitement, qui étaient parfaitement stabilisés, qui ne faisaient pas de crise, qui avaient leur métier et qui tout à coup voient une nouvelle réglementation. Voilà, pour le coup, je peux vous dire que c'est un vrai problème. Alors, merci beaucoup pour cette présentation.